ce midi au Radio-Journal, Israël donne le feu vert à une offensive militaire à Rafah, dans le sud de Gaza. Justin Trudeau ferme la porte. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Québec n'obtiendra pas non plus d'Ottawa le milliard de dollars qu'il réclame pour les demandeurs d'asile. Et le festival Hot Docs de Toronto lance un appel à l'aide. Bonjour, ici Mélanie Hood. Bienvenue au Radio-Journal. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza demeure toujours improbable. Malgré les mises en garde de la communauté internationale, Israël pourrait très bientôt lancer son offensive sur la ville de Rafah, dernier refuge pour plus d'1 million de civils palestiniens. Jean-Philippe Robillard, l'armée israélienne en serait à ses derniers préparatifs. Oui, effectivement. Donc, au stade des préparatifs opérationnels et d'évacuation de la population civile en prévision, Mélanie, de l'offensive contre la ville de Rafah, c'est dans le sud de Gaza, où s'entassent à l'heure actuelle, vous le mentionnez, des centaines de milliers de Palestiniens qui ont tenté de fuir les combats, les bombardements dans le nord de la bande de Gaza. Et pendant ce temps, il y a le bateau qui transporte 200 tonnes de vivres qui est arrivé à Gaza et on a même commencé à décharger l'aide humanitaire et ça fait des jours que les Palestiniens qui manquent de nourriture, qui manquent entre autres d'eau potable, attendent ce fameux navire-là. Par ailleurs, Israël a rapidement rejeté la proposition de cessez-le-feu formulée par le Hamas. Oui, le Hamas qui propose de libérer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades qui sont retenus contre leur gré dans la bande de Gaza en échange de 700 à 1000 prisonniers palestiniens, dont une centaine, Mélanie, qui ont été condamnés à la prison à vie. Le Hamas veut également qu'il y ait un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, une proposition que le premier ministre israélien a rejetée, a jugée irréaliste. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. En Russie maintenant, le président Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de vouloir perturber la première journée de vote de l'élection présidentielle. L'ouverture des bureaux de scrutin se déroule dans un climat de tension et de répression policière. Au moins 7 personnes ont été arrêtées. Des objets incendiaires ont été projetés contre des bureaux de vote de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Une bombe a également explosé devant un bureau de vote d'un des territoires occupés de l'Ukraine. Le professeur à l'Université d'Ottawa, Dominique Harel, souligne que la réélection de Vladimir Poutine pour un nouveau mandat de 6 ans n'est qu'une formalité. En fait, il n'y a pas eu d'élection libre en Russie depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, justement. La dernière élection libre remonte à 1996, à l'époque du président Yeltsin. Donc, c'est pas une élection comme telle, c'est un rituel pour que le pouvoir présente sa légitimité, en fait. Les 3 autres candidats en lice lui concèdent déjà la victoire. Aux États-Unis, en Géorgie, le juge au procès de Donald Trump pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 autorise la procureure Fani Willis à demeurer en poste. Elle devra toutefois retirer du dossier un enquêteur spécial qu'elle avait elle-même nommé en raison de la relation amoureuse qu'elle entretient avec lui. Selon le juge, le conflit d'intérêts soulevé par les avocats de Donald Trump est non fondé. Il reconnaît toutefois qu'il pourrait y avoir apparence de conduite inappropriée. Le premier ministre du Québec, François Legault, échoue à obtenir les pleins pouvoirs en immigration. Justin Trudeau oppose une fin de non-recevoir à sa demande à l'issue d'une rencontre à Montréal. On fait le point avec Alexandre Duval. Alexandre, malgré cette fin de non-recevoir, le premier ministre Justin Trudeau se montre ouvert à trouver des solutions aux problèmes du Québec. M. Trudeau reconnaît que le Québec a fait plus que sa part, notamment pour accueillir des demandeurs d'asile. Il rappelle par contre qu'Ottawa a déjà fermé le chemin Roxham, a réimposé un visa pour les ressortissants mexicains, mais il veut continuer de collaborer, notamment pour mieux compenser financièrement le Québec, sauf que sur la question du partage des pouvoirs, vous allez l'entendre, pas question de bouger. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province parce que c'est très important de protéger le français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner le système d'une meilleure façon. C'est pas une question de qui a le contrôle de quoi. Et Alexandre, comment réagit François Legault?
François Legault dit qu'il veut réduire le nombre de résidents non permanents qui a littéralement explosé au Québec. Il dit qu'il regarde toutes ces options sans préciser lesquelles. Mais il a surtout insisté pour dire que selon lui, M. Trudeau a démontré de l'ouverture à plusieurs choses, entre autres resserrer les politiques de visa pour d'autres pays que le Mexique et même refuser de renouveler des permis de travail pour certains travailleurs temporaires. Si Ottawa s'assurait d'avoir un certificat d'acceptation du Québec pour tous les travailleurs temporaires, bien déjà, ça donnerait au Québec une espèce de droit de veto sur tous les travailleurs temporaires. Déjà, ça serait un gain. Alors, les deux premiers ministres ont convenu de se revoir d'ici le 30 juin. Merci, Alexandre. Je vous en prie. Par ailleurs, Justin Trudeau défend à nouveau la taxe carbone. Il n'a pas l'intention d'annuler ou de suspendre la prochaine augmentation prévue au début du mois prochain, comme le demandent les premiers ministres des 4 provinces de l'Atlantique. Justin Trudeau maintient que 8 Canadiens sur 10 reçoivent plus d'argent de la tarification carbone que ce que la taxe leur coûte. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer un peu plus de détails concernant les funérailles d'État pour Brian Mulroney qui auront lieu le 23 mars à Montréal. Plusieurs dignitaires seront présents et prononceront des éloges funèbres, dont Justin Trudeau, la fille de Brian Mulroney, Caroline, Pierre-Carl Péladeau, Wayne Gretzky, James Baker et Jean Charest. La cérémonie comportera des volets religieux et sera célébrée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. C'est au tour du Festival international Hot Docs de Toronto de tirer la sonnette d'alarme. Le plus grand festival du film documentaire en Amérique du Nord risque de présenter sa dernière édition cette année en raison de difficultés financières. Myriam Edaya. We really hope that this year's festival is not the last. Marie Nelson est la présidente de Hot Docs depuis moins d'1 an. Elle est déjà confrontée à un déficit budgétaire qui pourrait paralyser, selon elle, les activités du festival qui existe depuis 31 ans. La dernière fois que l'organisme était déficitaire remonte à 2018, selon sa déclaration à l'Agence de revenus du Canada. Elle espère que le festival Hot Docs 2024 ne sera pas le dernier et demande l'aide du fédéral, de la province et de la ville. If we don't get their support, it very well could be the last. La présidente de Hot Docs confirme que l'événement annuel sera de retour du 25 avril au 5 mai, mais elle n'écarte pas la possibilité d'offrir une version plus abrégée du festival dans les années à venir. Mon Dieu, j'étais déçue. Catherine Bainbridge est une productrice de documentaires depuis plus de 20 ans. Elle se dit préoccupée par les déboires financiers de Hot Docs, l'un des festivals de documentaires les plus importants d'Amérique du Nord. Elle y présentera justement son nouveau documentaire, Red Fever, qui dénonce les images stéréotypées des peuples autochtones dans la culture populaire. Du monde aime les documentaires pour la conversation. C'est pourquoi les festivals sont hyper importants. La disparition de cette plateforme, qui est menacée par le manque de financement, serait une grande perte, selon elle. Ici Myriam Edaya.